Bonjour à tous, une vidéo un peu différente des habituelles, car aujourd'hui on va parler plutôt de politique, voire de géopolitique de l'intelligence artificielle, en abordant un point essentiel, l'IA souveraine. L'idée de cette vidéo est consécutive en fait à des échanges que j'ai eus avec Fabrice Jaouen. Fabrice Jaouen, c'est un ancien général qui est depuis à la retraite. Alors quand je dis à la retraite, en ce moment il prépare une thèse et produit pas mal de choses dans le domaine de l'intelligence artificielle, d'abord sur les ressources humaines, mais aussi sur d'autres aspects. Et c'est en lisant ses billets sur son blog, j'ai mis le lien de son blog qui est vraiment à visiter, vraiment très intéressant dans les commentaires. C'est en lisant ces billets que j'ai eu l'idée donc de faire cette vidéo pour apporter aussi mon petit complément, mais je suis quasiment d'accord à 100% avec lui, donc je dois beaucoup à Fabrice pour le contenu de cette vidéo et je le remercie. Pour ceux qui me connaissent personnellement, professionnellement ou amicalement, désolé, dans cette vidéo, je vais mettre de la rondeur, je vais essayer de ne pas être trop clashant. Après, libre à vous de lire entre les lignes et d'essayer de deviner ce que je pense réellement sur certains cas particuliers concernant certaines personnes, mais je vais être soft. Et cette vidéo est plus consacrée à l'approche française, donc à la France, car même si j'ai quitté la France depuis plus de 20 ans, je reste français, je travaille pour un groupe basé en France. D'ailleurs, avant, je travaillais aussi pour un autre groupe français, Soprasteria. Aujourd'hui, c'est Amexio, donc je reste français. Je vais aborder plusieurs points. D'abord, revenir sur le concept même de souveraineté et le mettre en perspective avec différents aspects, dont les aspects de supply chain, c'est-à-dire toute la chaîne d'approvisionnement associée à l'intelligence artificielle. Je vais aussi aborder un peu les différents aspects liés à la perception de l'IA en France dans les médias, parce que ça peut impacter les aspects politiques. Je vais parler aussi de tout ce qui est lié à l'open source, aux petites sociétés, aux PME et à l'impact qu'elles pourraient avoir. Et je vais aborder aussi certains aspects, certaines solutions qui me paraissent intéressantes à appliquer pour aller vers de la souveraineté, de l'intelligence artificielle, de l'IA souveraine. Si sur la forme j'ai décidé d'être très soft dans cette vidéo, je pense que sur le fond, certains aspects que je vais soulever sont quand même plutôt politiquement incorrects. Et ouais, que voulez-vous, hein, c'est dans ma nature. Quand on parle de souveraineté, il faut déjà se poser la question de ce que ça veut dire. Quand il s'agit d'un État, d'un système politique souverain, ça veut tout simplement dire qu'il est indépendant et libre de prendre ses décisions. Alors, je ne vais pas glisser sur mon côté pro-Spinoza, sur la notion de libre arbitre qu'on pourrait peut-être aussi appliquer aux États, mais cette notion-là, elle est intéressante. Elle est intéressante car il faut la mettre en perspective avec différents aspects et contraintes. Souvent, on fait un amalgame entre autonomie, autarcie et souveraineté. L'indépendance, c'est le fait qu'on puisse avoir la liberté de prendre nos décisions, soit parce qu'on contrôle l'ensemble du système et qu'on est totalement autonome et indépendant de tous les tiers extérieurs, ou sinon qu'on a un rapport de force qui est suffisamment équilibré avec l'extérieur pour ne pas avoir de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est un vrai sujet quand on considère qu'une société qui est basée aux États-Unis comme Nvidia, qui est le leader pour fournir des GPU, des processeurs et des cartes utilisées dans les data centers, est soumise à des quotas par le pays, donc les États-Unis, et que ces quotas, c'est de la géopolitique de l'IA qui permet d'établir des rapports de force, même si je reviendrai plus tard sur cette vidéo en remettant en cause cette approche-là. L'intelligence artificielle, c'est à la fois du logiciel, de l'algorithme, des mathématiques, donc de l'intelligence humaine, mais aussi du hardware, de l'électronique et donc des matières premières pour produire tout ça. Si on part de la base, les terres rares, ces matériaux qui sont essentiels pour créer des microprocesseurs, déjà, nous, on n'est pas autonome par rapport à ça. On est dépendant de fournitures extérieures ou peut-être qu'il faudrait explorer la partie recyclage. En Europe, on fabrique les machines qui font ces gravures à 3 nanomètres qui nous permettent de faire tous ces processeurs modernes comme ceux de Nvidia ou les processeurs Intel et AMD. C'est fait par la société ASML. On pourrait dire chouette, on est autonome au niveau européen, sauf que cette usine, cette société, vu qu'elle fait du business en dollars, elle est soumise à cette fameuse loi d'extraterritorialité américaine qui font que dès qu'on fait des affaires en dollars, on est soumis à certains aspects du droit américain, ce qui permet aux États-Unis d'avoir un rapport de force extrêmement puissant contre les entreprises, y compris européennes. Ça a été souvent prouvé dans le passé. Les exemples sont nombreux. Je pourrais partir de BNP, mais il y en a bien d'autres.
Il y a un cas particulièrement marquant qui est le cas Alstom. Je vous ai d'ailleurs mis une vidéo d'une interview du pauvre gars d'Alstom qui s'est retrouvé en prison aux États-Unis, une vidéo sur la chaîne Thinkerview. Même si ASML est une société européenne, comme je vous l'ai expliqué, son indépendance est quand même difficile puisqu'elle fait du business en dollars, donc on se retrouve avec un rapport de force avec les États-Unis, d'une part. D'autre part, même si on a eu les compétences en Europe de fondre des processeurs, hein, donc vraiment des usines qui étaient capables de faire ça, on a pendant des dizaines d'années tout externalisé et on se retrouve de fait dépendant de l'extérieur, et recréer tout ce tissu nécessiterait un investissement absolument astronomique. Est-ce qu'il est accessible? C'est une bonne question. Il est d'abord basé sur la puissance de l'objet politique qui piloterait ça, donc soit de la France, soit de l'Europe. Et quand on voit l'état actuel de l'Europe, avec une Europe non pas à deux vitesses, mais à deux influences politiques, c'est-à-dire une Europe qu'on va dire plus pro-américaine, mais qui devient de plus en plus pro-Europe, puisque les Américains ont décidé de nous lâcher, et d'un autre côté une Europe pro-russe, on pourrait parler de ce qui se passe en Hongrie, en Slovaquie, etc. On a là un géant qui a quand même quelques fragilités structurelles qui pourraient bien faire que cela implose. Disons qu'une partie de l'Europe soit détachée de l'objet politique qu'est les institutions européennes aujourd'hui. Et en attendant, ça ne va pas forcément aider, ça va même paralyser un peu le jeu. Ça donne un peu l'impression que l'Europe et peut-être la Russie, malgré l'antagonisme naturel qu'on doit avoir contre ce pays, sont coincés entre les États-Unis et la Chine dans un rapport de force qui est peut-être le plus dangereux pour nous, puisque nous, on est au milieu du jeu. Vous l'aurez compris, côté hardware, on est un peu à la ramasse et c'est pas quelque chose qu'on peut corriger. En tout cas, si on reste dans le paradigme actuel de l'intelligence artificielle. Et je reviendrai plus tard sur cet aspect-là parce que ça fait partie des pistes de solutions qu'on pourrait avoir. Si du côté du hardware, la situation sur le paradigme actuel de l'IA n'est pas bonne, il faut voir que du côté intelligence humaine, de capacité à créer des choses, on a plutôt des bons indicateurs. On a en France plein, on a pas mal de PME, et je ne parle pas de la fameuse liste des 1000 PME, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne vais pas me faire trop d'ennemis dans cette vidéo, mais il y a des sociétés qui produisent des choses liées à l'intelligence artificielle. Moi, sur la région de Marseille, je connais une société qui fait du hardware de vision, qui est incroyable, qui s'appelle NextVision. Il y a une autre société qui s'appelle Provence AI qui fait un logiciel absolument incroyable avec des algorithmes d'IA très intelligents et pas basés sur des techniques LLM. Donc on a, rien que sur mon réseau personnel, sur la ville où j'habitais il y a très très longtemps avant, je connais déjà 2 boîtes. Et il y en a plein d'autres. Je pourrais parler d'une société comme Fuite Topic, etc., etc. On a en France, d'un point de vue intelligence, et en Europe, on a des capacités absolument incroyables. On pourrait parler de l'EPFL en Suisse, de Cambridge en Grande-Bretagne ou encore de la KUL en Belgique, mais il y a des universités en Europe, y compris en Allemagne et ailleurs, sur les aspects IoT, par exemple à Amsterdam. On a ce qu'il faut pour réussir sur le track software, algorithme, etc. Et on a d'ailleurs quelques succès. Si vous prenez SCI Kit-Learn, c'est un produit fait par l'INRIA, c'est français et c'est utilisé mondialement, c'est un excellent produit. Sauf que ces sociétés, si elles avaient été créées aux États-Unis, elles auraient eu des croissances bien plus importantes. Et ça s'explique pour plein de raisons. La fiscalité déjà est un premier point problématique. Malgré l'impôt recherche, le crédit d'impôt recherche, on a encore une distribution de l'impôt qui ne favorise pas la croissance des petites entreprises et qui fait que l'écart entre l'imposition des petites entreprises et des très grosses entreprises est totalement hallucinant. Ça veut dire que les très gros paient très peu et les petites ont des pourcentages d'imposition énormes. Ça freine forcément l'opportunité d'avoir un géant qui part de rien, qui se crée en France en particulier. Après, il y a tout ce qui constitue des rapports de force entre les petites structures et les grosses structures, que ce soit les délais de paiement, par exemple, que ce soit les conditions d'achat. J'ai collecté des centaines d'exemples de PME, leurs petites histoires sur les problèmes qu'elles ont avec les grosses entreprises, ou pire encore, quand elles ont des commandes d'État, par exemple. Donc toutes ces petites choses défavorisent les petites structures. Or, l'innovation vient souvent des petites structures. Et c'est un vrai handicap dans le domaine de l'intelligence artificielle aussi, et peut-être même surtout. Et oui, en matière d'innovation, toute innovation nuit à ce que l'ordre
actuels profitent. Donc dès que vous faites de l'innovation, vous risquez de redistribuer les cartes. Et quand vous avez un système très orienté, on va dire, corporatisme et culture de la rente, et ça c'est à vous d'évaluer si c'est le cas ou pas en France, et bien forcément ça freine aussi les possibilités d'innovation. Et l'intelligence artificielle, c'est aussi un sujet de rapport de force géopolitique. Quand les Chinois ont lancé DeepSeek, c'était non pas pour prendre le leadership sur l'IA, même s'il y aurait des choses à dire sur ce sujet-là, mais c'était d'abord pour contester le leadership des États-Unis sur l'intelligence artificielle. Et ce qu'ils ont fait, c'est extrêmement intéressant. D'une certaine manière, je vois une certaine analogie avec les aspects purement militaires. Si les Américains ont la plus grande armée au monde, toutes les guerres qu'ils ont eu à gérer ces dernières décennies, ils les ont toutes perdues, alors qu'ils avaient un rapport de force technologique absolument énorme. L'IA vue par OpenAI et ChatGPT et les autres acteurs américains était jusqu'ici un algorithme simple, gavé avec énormément de données et qui s'appuie sur des infrastructures techniques monstrueuses. Et au final, on a les Chinois qui arrivent avec un truc pensé de manière totalement différente, un petit peu plus complexe, et on a à nouveau un rapport de force basé sur une approche plutôt bourrin et brutale, enfin brutal au terme force brute, c'est vraiment du brute force au sens bourrin, contre une approche plus complexe, plus adaptée, et je trouve que là, il y a aussi des pistes intéressantes à explorer pour justement aller vers une IA souveraine en France et ou en Europe. Sauf qu'il y a plusieurs aspects qui, moi, personnellement, m'inquiètent sur l'orientation court terme et moyen terme en France, en particulier sur cette recherche de souveraineté de l'IA. On va commencer par parler des médias. Aujourd'hui, quand on parle de médecine, on invite des médecins sur les plateaux de télévision. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, on invite tout le monde sauf des praticiens. On va inviter, par exemple, Laurent Alexandre. J'ai beaucoup de désaccords avec lui. Voilà, mais passons, tout le monde a le droit d'avoir des désaccords. On va inviter quelqu'un comme Raphaël Enthoven, qui a fait des trucs intéressants. Moi, j'étais fan de son émission sur Arte dans le passé, mais qui a écrit un livre sur l'IA qui est très contestable. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de Monsieur Phi sur le sujet. Je vous ai mis le lien en commentaire, elle est vraiment très intéressante. Ou on peut encore inviter Luc Ferry. Alors d'ailleurs, il y a un billet de Fabrice Jaouen concernant Luc Ferry qui est vraiment intéressant à lire, qui a construit son livre autour des connaissances qu'il avait eues depuis Laurent Alexandre, mais par contre, on a très très rarement des gens qui connaissent réellement le sujet. Alors il y a bien sûr ponctuellement Aurélie Dijon qui intervient parfois sur le sujet de l'intelligence artificielle, mais les gens qui font de l'IA, et il y en a en France, des gens qui sont brillants, il y en a plein. Ceux qui sont capables d'être des bons clients sur les plateaux télé, alors il y en a peut-être beaucoup moins, déjà parce que le sujet est beaucoup plus nuancé. Si vous faites croire à tout le monde que la GI, la SI, c'est pour demain ou dans 1000 jours, ce qui est complètement faux, mais qui est complètement à la ramasse, forcément, c'est plus clivant, c'est plus vendeur. Si vous expliquez que l'IA, c'est plus complexe, plus nuancé, c'est moins vendeur. Et le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est intrinsèquement complexe. Donc ça ne fait pas de bons clients. À la décharge des médias, il faut aussi dire que malheureusement, les praticiens de l'IA ne sont pas des gens qui font beaucoup de médiatisation. Moi, j'avais commencé à créer la chaîne YouTube par réaction à toutes les bêtises que je lisais sur ChatGPT en 2023. D'autres collègues, je pense par exemple à Thomas Gerbeau, que j'adore, que je vous invite à suivre sur LinkedIn, je vous mets le lien d'ailleurs de son profil, écrit aussi, produit aussi du contenu de vulgarisation, mais c'est vrai que quand on est débordé de travail, on a peu de temps pour faire ce type d'action. Moi-même, j'écris pas mes vidéos, j'écris pas de script, je fais mes vidéos séquence par séquence, parce que j'ai pas le temps. Une vidéo me prend maximum 1 heure à faire. Celle-ci un peu plus, ça va me prendre 2 ou 3 heures, mais voilà, c'est un vrai problème qui vient aussi des gens, des connaissants, des praticiens de l'IA, qui malheureusement ne s'adaptent pas au jeu du média, sauf que les médias, ça construit une opinion, ça construit une perception politique, et donc ça influence la politique qui sera appliquée à ceux qui pratiquent justement l'intelligence artificielle. Donc, il y a un peu une erreur qui vient des deux parties. Autre point problématique, c'est le rapport de la France au projet open source. Alors moi, je me souviens dans les années 90, au début des années 90, avant Internet, on avait ce qu'on appelait des shareware. Ça veut dire qu'on achetait des logiciels en mode test, on achetait juste la disquette, on les testait, puis après, si on était content, on pouvait les payer.
C'était l'époque de Doom, la toute première version d'un jeu très connu. C'était l'époque aussi d'outils techniques, de librairies techniques, sauf qu'en France, souvent on avait des produits retirés, tout simplement parce qu'on avait la fâcheuse habitude de prendre ce qui est gratuit, mais de ne jamais payer les logiciels qu'on récupérait de cette manière-là. Et on retrouve un peu ça dans le rapport à l'open source. L'open source est un modèle extrêmement intéressant. C'est un modèle qui permet aux clients et utilisateurs de tester, mais c'est aussi un modèle d'influence culturelle et de rapport de force technologique d'un point de vue géopolitique. Or aujourd'hui, rien n'est fait pour favoriser l'open source. Et pourtant, on a des succès. Alors, à nouveau, l'INRIA avec SCI Kittler, mais on trouve des librairies faites par différentes universités qui sont extrêmement intéressantes, mais qui ne sont pas mises en avant. Au niveau des entreprises, j'ai la chance de travailler pour un groupe, le groupe Amexio, qui a soutenu fortement le projet open source Démocrite que je faisais. Je mets aussi le lien en commentaire. C'est rarissime. Et pourtant, ça a une valeur incroyable. Ça a une valeur incroyable, y compris économiquement. Le modèle économique open source n'est pas un modèle de rentier, c'est un modèle de conquête. C'est un modèle qui permet de se développer. Vous prenez des outils open source comme iText, c'est gratuit tant qu'on l'utilise en mode open source, mais si vous l'utilisez professionnellement, ça coûte et ça rapporte énormément d'argent. C'est donc un modèle de revenu plus long terme, plus agressif, mais surtout qui est un modèle de conquête. Or, aujourd'hui, je crains que dans certains pays, dont la France, on préfère le 1 tu as que 2 tu auras. Et pourtant, c'est pas 2 qu'on a, mais c'est 4, c'est 8, c'est 16, enfin, c'est totalement exponentiel. Le développement d'une compréhension du modèle économique open source, ainsi de la culture open source, est aussi un choix politique qui pourrait être motivé, y compris par des aspects liés à la fiscalité. Le dernier aspect que je vais approcher, c'est le fait qu'on ne valorise pas la créativité. En France, on a tendance à reproduire ce qui existe déjà, comme on a fait avec Mistral, qui reste un projet fantastique, qui reste une histoire incroyable. Moi, je les envie. Franchement, ce qu'ils ont fait, c'est sublime. Mais c'est une histoire qui ne valorise pas la créativité technologique. C'est une tendance générale d'ailleurs en France. En France, les startups sont des startups qui vont faire du B2C, mais des startups et des histoires de technologie avancée sont rarissimes et souvent, soit sont du domaine de l'open source et dans un cadre très particulier. Je pense par exemple avec VLC, Videolan, qui reste une histoire incroyable de très haute technologie. Il y a eu aussi l'histoire Shadow, mais enfin, l'histoire est beaucoup moins successful et beaucoup plus problématique. Je vous mets aussi des liens sur la chaîne Micode qui parle de cette histoire-là. Ce sont des indicateurs intéressants. On n'a pas cette culture de l'investissement aussi bien au niveau des fonds d'investissement que d'un point de vue politique, à prendre des risques technologiques. Au mieux, on va reproduire des technologies qui existent et ça, c'est un vrai problème, surtout qu'on n'a pas l'avantage du hardware. Tant qu'on n'a pas l'avantage du hardware et qu'on s'appuie sur les mêmes paradigmes, l'espoir d'aller vers une IA souveraine est totalement vain. Donc, il faut chercher d'autres pistes. Bon, jusqu'ici, ce que je raconte, c'est pas forcément très optimiste, mais je vais quand même faire quelques hypothèses sur de possibles solutions. C'est hypothétique, c'est juste plus, voilà, mon ressenti tel qu'il est. La première piste à explorer, c'est revenir à ce qu'est l'IA. Non, l'IA, ce n'est pas que beaucoup de data avec beaucoup de processing et des modèles in-batch qu'on entraîne d'abord et qu'on utilise après. Il y a plein d'autres approches qui sont utilisées depuis des décennies, qui sont efficaces et qui peuvent s'appuyer sur du hardware de moins bonne qualité ou en tout cas de beaucoup moins puissant. Le fait de pouvoir tout simplement distribuer, donc moi je suis un grand fan des systèmes distribués, de l'IA distribuée, des systèmes d'agents, le fait de pouvoir distribuer des algorithmes sur différentes infrastructures, c'est aussi un atout qui peut être exploré. Et là, il y a beaucoup de travail de recherche à faire pour faire de l'IA qui, par exemple, fait la supervision de tous ces systèmes distribués pour les rendre plus performants, plus résilients. Il y a un terrain à explorer qui est extrêmement rentable et qui nous permettrait par exemple d'utiliser aussi bien du high-tech, des processeurs de dernière génération, que du low-tech. Ce mix low-tech, high-tech est un atout et une piste de recherche vraiment intéressante.
Si on prend en compte le fait qu'il y a un risque de guerre ces prochaines années qui nous concernerait directement, alors en Europe, le retour de la guerre, ça date déjà du Kosovo, de l'ex-Yougoslavie ou encore de l'Ukraine, donc on a déjà eu des guerres qui se sont passées sur la périphérie de l'Europe, mais si on considère cette possibilité, je pense qu'il serait extrêmement intéressant qu'en Europe, en France, on collecte toutes ces électroniques qui sont chez les particuliers entreprises et qui ne sont plus utilisées, même si aujourd'hui on ne les reconditionne pas, ce serait quand même mieux de les reconditionner, pour avoir un stock stratégique de composants, parce que ce que nous a prouvé les Ukrainiens au début de la guerre d'Ukraine, c'est que le mode hacking, le mode entre guillemets bricolage, a quand même été très efficace. Ça c'est juste une piste, mais on reprend notre sujet principal. Le deuxième pilier, c'est sortir d'une logique totalement mercantile, basique, à court terme. Ça veut dire créer des objets aussi bien fiscaux que politiques qui nous permettent d'aller vers de l'investissement, vers de la haute technologie, avec peut-être deux stratégies types. Une stratégie, on va dire, itérative, où on va aller juste essayer de renforcer une piste qui existe déjà, un chemin qui existe déjà, un peu comme avec les LLM, ce qu'a fait Mistral en partant de ce qui avait été développé autour des LLM, mais aussi des investissements où, parce qu'on a les objets fiscaux qui le permettent, beaucoup plus risqué, on va tenter de faire ce qu'on appelle en anglais un leapfrog, ça veut dire un saut de grenouille, on va essayer d'aller beaucoup plus loin sur un one-shot. Et en panachant ces deux types d'approches et en jouant sur le curseur entre les uns et les autres, on pourrait avoir une politique beaucoup plus efficace, et ça nécessite aussi de repenser tout le rapport qu'on a aux petites sociétés. Les PME qui deviennent esclaves à la fois du CIF, mais surtout des 2 ou 3 gros intégrateurs, c'est un vrai problème qu'on doit corriger si on veut produire de la créativité technologique. Oui, ça veut dire qu'on va remettre en cause peut-être la position de leader de certains. Mais c'est parce qu'on permet de contester la position de leader de certains par un écosystème qui permet à une petite société de devenir peut-être leader en quelques années sur son marché, même au niveau mondial, qu'on crée une puissance technologique réelle. Et puis, il faut réconcilier la France avec l'open source, aussi bien sur la perception des clients et utilisateurs que sur les entreprises. L'open source, oui, à la base, c'est une démarche qui était plus dans le sens du début de la globalisation. On voulait partager la connaissance, il y avait un côté un peu babacool. On néglige souvent que, à cette même époque, le modèle économique derrière, quand on prenait un produit open source, il était quand même sacrément costaud. Aujourd'hui encore, vous prenez du high-tech, tant que c'est gratuit, bah, c'est bien, mais quand vous l'utilisez en entreprise sur des applications propriétaires, ça devient beaucoup plus agressif. Donc il faut déjà sortir un peu de ce mythe du côté babacool de l'open source, d'autant plus qu'aujourd'hui l'open source, c'est un outil, un vecteur d'influence géopolitique. Ça a du sens d'un point de vue représentation d'un État et d'une puissance politique, et ça devrait être valorisé presque au sens patriotique. On doit défendre cet aspect-là. Puis bien sûr, il y a l'éducation. L'IA, c'est la science du tout. L'IA, ce n'est pas que des mathématiques, ce n'est pas que de l'algorithmie, du hardware, de l'électronique, c'est aussi de la linguistique, de la psychologie. Et là, on doit favoriser cette transversalité entre différents domaines. C'est ce que moi j'essaie de faire avec la communauté Nexai Community que je tente actuellement de créer. Mais vous devez comprendre que c'est une science du tout où on doit créer des liens entre aussi bien l'université que l'entreprise, et que au sein de l'entreprise comme au sein de l'université, créer des transversalités. Ça nécessite une profonde refonte de notre manière de penser, de nos systèmes, mais ça nécessite aussi de l'humilité. Il y a des sujets, par exemple comme les ressources humaines, il y aurait beaucoup à dire sur le manque d'intérêt qu'a l'IA, contrairement à ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on doit aussi casser le bullshit, casser le mythe, comme celui de l'impact de l'IA sur l'emploi. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, je vous rappelle qu'en 2014, on annonçait 50% des emplois disparus avant 2020, ça n'a jamais été le cas. En gros, pouvoir construire une compréhension collective de l'intelligence artificielle à partir de choses réelles en cassant le mythe, c'est essentiel. Et il ne faut pas oublier ce que c'est que l'intelligence. C'est la capacité qu'on a créé de nouveaux concepts en associant différents types de concepts. Comme l'homme de Cro-Magnon bien avant, qui un jour, quand il a découvert que quand il prenait un bâton et qu'il mettait un caillou au bout, il pouvait faire un outil utile. Il associait deux fonctions. Le caillou qu'il utilisait déjà individuellement, le bâton qu'il utilisait déjà individuellement, et à partir de là, il a créé un nouveau concept qui s'appelle la hache ou la masse, en fonction que si le caillou est taillé ou pas taillé. Pour avoir un peu d'expérience sur ce domaine-là et avoir discuté avec pas mal de professionnels, de créateurs d'entreprises, ce qui m'a le plus embêté, c'est que si ces gens ont une bonne compréhension des solutions, le problème c'est qu'ils n'osent pas
partager cela. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'omerta, légitime ou non, je ne sais pas pourquoi, mais où on s'empêche de dire certaines choses parce qu'on a peur de perdre des subventions, parce qu'on a peur de perdre des clients, parce qu'on a une pression, une fragilité économique des gens qui portent l'innovation en matière d'intelligence artificielle, en France par exemple, qui est très forte. Ils sont très bons, ils pourraient être bien meilleurs s'ils avaient structure politique, mais ils sont trop fragiles pour l'ouvrir. C'est assez perturbant et peut-être un peu inquiétant quand même. Je vois plein d'autres solutions. Un truc basique, c'est par exemple mutualiser certains travaux entre différentes entreprises, même si elles sont concurrentes. Ça a été essayé dans le domaine de l'aviation, malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais l'idée de base, c'est quand vous avez un domaine industriel où vous avez une partie, par exemple, réglementaire et commune, pourquoi ne pas mutualiser ce travail-là entre plusieurs entreprises pour réduire la consommation de CPU? Et après, à partir de ce tronc commun, chaque entreprise va apporter ses aspects complémentaires. Il y a aussi comme autre prise intéressante de créer du grid avec un système de monnaie interne où chaque entreprise partagerait ses ressources de calcul, y compris avec des petites entreprises qui permettraient de tester ponctuellement des algorithmes. On ne peut pas utiliser, sauf cas particulier, son centre de calcul à fond la caisse en permanence. Alors pour les très grosses entreprises très spécialisées, c'est le cas. Je pense par exemple à Total, il y a une vidéo faite par French Hardware là-dessus qui est d'ailleurs super intéressante. Je l'ai mis aussi en commentaire. Mais au niveau des sociétés de services, des sociétés, des PME, des créateurs, il y a une possibilité de mutualiser du calcul et donc d'avoir plus de puissance de calcul ponctuellement parce qu'on va utiliser la puissance de calcul des autres. C'est aussi une des raisons qui fait que je suis un grand fan des systèmes distribués. Et des solutions, il y en a plein. Il y en a plein. Elle nécessite peut-être certaines remises en cause de certains paradigmes. Ça nécessite peut-être d'avoir des gens qui comprennent le sujet de l'IA pour ceux qui prennent des décisions. Je dis ça, c'est pas innocent. Hein. Quand j'avais essayé de créer Nexai, j'avais rencontré globalement 47 décideurs en intelligence artificielle. Sur 47 décideurs en intelligence artificielle rencontrés en France, il n'y en avait que 3 qui connaissaient le domaine. Les autres ne connaissaient rien du tout. Et c'est ces gens-là qui prenaient des décisions en IA. C'est quand même, pour moi, problématique. Voilà, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, je vous invite à écrire le mot géopolitique en commentaire. Encore une fois, je tiens à remercier Fabrice Jaouen et pour nos échanges, parce qu'on a eu un call ensemble, mais aussi pour son blog que je trouve passionnant, c'est le retraité le plus actif. Là, actuellement, il fait une thèse et je pense qu'après, il va faire des choses vraiment extrêmement passionnantes. Donc, je vous invite et je vous recommande, même je vous ordonne de le suivre. Non, je plaisante, hein, faites comme vous voulez, mais vraiment, ça vaut le coup. Pour cette vidéo, c'est fini. Comme toujours, si vous l'avez appréciée, partagez-la sur vos réseaux sociaux, sur LinkedIn en priorité. Partagez-la aussi, si vous voulez, sur d'autres réseaux sociaux. Mais enfin bon, ça c'est moins important. Surtout, si vous avez des avis, des commentaires, des idées, des critiques, des suggestions à faire, faites-le en commentaire. N'hésitez pas à écrire même des longs textes, je les lirai en entier et j'y répondrai. Et qui sait, ça me donnera matière pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie beaucoup et puis à ciao à tous.